Ravi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Salon d'élite, émission pédagogique. En tout cas, nous sommes là. Merci beaucoup de nous faire confiance. Merci beaucoup de nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, pour ces nouveaux numéros d'aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler à l'actualité en République démocratique du Congo, écho des communes et affaire Ajidan Sarah Ebadi. Et puis nous allons chuter avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale, qui va succéder à Vital Kamerhe. Alors nous recevons pour la toute première fois dans cette émission Salon d'élite Maître Lionel Pongo, qui nous allons aborder tout au long de cette émission les différents sujets que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors, je reçois déjà mon invité dans ces plateaux, Salon d'élite, Maître Lionel Pongo. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Je suis tellement ému d'être reçu dans ces beaux plateaux et de représenter ma commune, et aussi de parler sur les sujets reliant à l'actualité aujourd'hui en République démocratique du Congo. Très bien. Alors, à tous les fans de cette émission, un mot, peut-être à tous les natifs de Matete. Bon, merci. Je dis d'abord premièrement bonjour à tous les natifs de Matete que je représente aujourd'hui personnellement. Quand bien même que nous vivons dans des conditions un peu pénibles, mais nous pensons que dans les jours à venir, nous qui avons eu la langue souple pour parler de tous ces peuples-là, de toute cette population, nous changerons les choses et nous allons conjuguer notre verbe. Très bien. Alors, parlons un peu de l'écho de la commune de Matete. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les habitants de la commune de Matete sont aux abois suite à l'insécurité que règne aujourd'hui. D'ailleurs, partout à Kinshasa, les phénomènes Kuluna, dont on assiste aujourd'hui à des extorsions, à beaucoup de scènes qui nous alarment aujourd'hui. Et la commune de Matete aussi fait partie de ces communes-là, en République à Kinshasa précisément, qui souffrent de ces maux. Aujourd'hui, la population de Matete est dans l'impossibilité de circuler librement sans pour autant rencontrer ces phénomènes Kuluna. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons tenu de parler de cela devant vous pour sonner une sonnette d'alarme aux yeux des autorités pour voir un peu ces phénomènes et les gérer, parce que l'on ne comprend pas. On se demande, est-ce un manque d'autorité, est-ce un manque de plan, l'on ne sait pas comprendre pourquoi ces phénomènes perdurent jusqu'à preuve du contraire, et les autorités n'arrivent pas à gérer ces phénomènes pendant que ces phénomènes sont encore très petits. Parce que je vous rappelle aujourd'hui, face à cette insécurité, il y a si je peux le dire, une fragilité, une réponse fragile de la part des autorités. Parce que ce sont des bandits qui s'organisent, on devait normalement les étouffer dès le départ. Mais l'on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, ces bandits, ces formes de Kuluna, ces gens armés qui arrivent même à couper les bras, à voler les biens de nos mamans, nous pénalisent à bien circuler aujourd'hui. Alors nous pensons que le gouvernement, le ministre de l'Intérieur que je parle et j'ai saisi personnellement, arrivera à trouver la solution suite à ces phénomènes, parce qu'il y a la police aujourd'hui qui paie dans leur service interrompre ces phénomènes. Parce que nous savons que la police est un service. Au sein de la police, nous avons des services de renseignement. Au sein de la police, il y a beaucoup de services qui peuvent nous aider à interrompre et à touffer ces phénomènes Kuluna. Parce que ça touche la population. Et la population souffre. On est obligé de cacher nos argents, nous sommes obligés de cacher nos téléphones. Parce que si ces gens-là les voient, on peut vous couper la main et vous retrouver amputé pendant toute votre vie. Je pense qu'on doit prendre ces phénomènes au sérieux et ne pas les négliger dès lors que ce phénomène n'a pas encore pris de l'ampleur. Parce que le jour où ce phénomène deviendra ingérable, je pense que nous ne serons même plus en mesure de rester en paix dans notre pays. Est-ce que ça n'a pas un problème de l'effectif dans cette commune? Bon, je pense qu'à un certain moment, lorsque nous réfléchissons un peu sur ces phénomènes, je ne pense pas que c'est l'effectif. Bien quand même que c'est un phénomène qui a beaucoup de causes. Entre-temps, l'éducation, la jeunesse manque quoi faire, il n'y a pas de travail, il y a beaucoup de choses qui causent en fait ces phénomènes. Mais nous pensons que face à cela, comme
c'est une criminalité, ça handicape la population. Le gouvernement, la réponse du gouvernement doit aussi être très forte pour décourager tous ces bandes-là à ne pas commettre de tels actes qui handicapent d'autres personnes, qui handicapent nos concitoyens, nos condisciples dans nos communes et dans nos maisons. Voilà. En tant qu'un homme de droit, quelle est la solution pour arrêter cette hémorragie? Parce que les habitants souffrent à chaque fois qu'ils sortent le matin pour revenir le soir. Vous avez dit que non, les habitants sont en train de subir avec le machette pour récupérer les sacs, les téléphones. Alors on se pose des questions. Nous allons jusqu'où? Vous l'avez dit ici, je l'ai mentionné, que face à ce phénomène, la solution demeure la réponse rigoureuse du gouvernement et surtout du ministre de l'Intérieur. Je venais de le dire ici que nous avons une police. Au sein de la police, nous avons des services de renseignement, je l'ai toujours dit. Le départ, c'est d'abord l'engagement de la police. Qui nous recrutons au sein de la police? Très bien. Qui avons-nous comme effectif au sein de la police? Parce que nous observons aujourd'hui que beaucoup de policiers entretiennent des relations avec ces bandits. Dites-moi, une personne qui fit Koulouna lui-même, vous le recrutez au sein de la police, qu'attendez-vous de lui? C'est une aberration. Je pense que dès le départ, si je peux le dire, parmi les solutions que je pense que nous devons catégoriser une certaine conditions, de normes pour recruter au sein de notre police. Parce qu'on le voit aujourd'hui, la police congolaise, c'est une honte pour la République. De voir un policier plein la journée, saoulé, un policier avec une arme qui ne sait pas l'utiliser, un policier avec une arme qui ne sait pas... Qui filme ensemble avec C'est une aberration. Ça expose la sécurité de la population. Quand vous avez au sein de la police, parce qu'il y a même des gens qui témoignent, qu'il arrive des fois ou dans leur maison, qui voient des policiers entrer la nuit et commettre de tels actes en connivence avec des Koulouna. Il y a aujourd'hui des policiers qui coopèrent avec des Koulouna. Donc on doit revoir tout ça. Je pense que ces désordres-là, le ministre de l'Intérieur doit revoir qui nous devons recruter au sein de la police. Qui nous devons avoir, quels éléments nous devons avoir au sein de la police. Et les services de renseignement, nous les voyons sous d'autres cieux, parce que c'est déjà un conglomérat de gens mauvais, qui tuent, qui pillent et qui causent du tort à la population. Et je pense qu'à la minimum du possible, les services de la police doivent se regrouper. Ce n'est pas seulement aller arrêter les gens arbitrairement. Ce n'est pas seulement aller prendre des gens pour... Parce qu'il y a quelque peu, je suis allé assister à une scène où la police congolaise arrête une personne pour une dette. Voilà. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'on a au sein de la police des gens qui ne comprennent pas leur mission. Parce que d'abord, un policier, c'est une personne qui doit être informée. Un policier, c'est une personne qui doit être encadrée. Un policier, c'est une personne qui doit être au minimum connaisseur de la loi. Mais vous avez face à vous des policiers qui ne maîtrisent même pas une seule loi de la République. Ils vous arrêtent, vous lui demandez c'est quelle prévention que vous m'arrêtez. Il vous dit que non, infraction parce que vous avez demandé à la police l'infraction que vous avez commise. Vous voyez? Donc, cette manque d'information permet qu'aujourd'hui que nous n'ayons pas une police de qualité. La police aujourd'hui s'est mise à des extorsions. Bon, parlons aussi des conditions. Je ne peux pas évoquer cela parce que ce n'est pas les débats du jour. Je sais que c'est lié à plusieurs choses. Mais il faut que l'État tienne cela au sérieux. Pourquoi? Parce que ça handicape la sécurité de la population. La population n'arrive pas à bien vaguer à ses occupations. Ces mamans-là qui sortent les matins pour aller chercher le pain, pour aller chercher de quoi manger, pour aller chercher de l'argent, sont handicapés. Pourquoi? Parce que ces jeunes gens de 14 ans, de 15 ans, 16 ans, 17 ans, sortent la nuit pour piller et faire du mal à ces gens. Je pense que ce sujet doit être abordé avec plus de sérieuxité au sein du gouvernement. Donc on doit prendre des mesures nécessaires, des mesures vigoureuses qui permettront à ce que nous ne puissions plus parler de ces phénomènes Koulouna. Parce que c'est un phénomène qu'on peut gérer. C'est un phénomène qu'on peut étouffer. Il suffit justement d'un peu de discipline et revoir au sein de la police congolaise qui devons nous recruter. Parce qu'aujourd'hui, les recrutements au sein de la police congolaise, excusez-moi de le dire, c'est vraiment une aberration. Aujourd'hui, on assiste au sein de la police congolaise, les gens commencent à être recrutés par des relations. Si vous avez une relation avec un colonel, vous devenez policier. Ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas d'encadrement, ils ne connaissent pas la loi et ils arrêtent les gens à tout va. Donc je pense que la meilleure solution pour éradiquer à ces phénomènes, c'est un encadrement,
mais aussi une formation au sein de la police. Parce que la police a toutes les possibilités. La police a tous les moyens de tout faire ces phénomènes, mais ce que nous assistons, c'est un lâchement. Ok. Voilà. Maître Lionel, est-ce que vous pouvez avoir une idée par rapport au critérium pour recruter un policier en quelques mots? Bon, si je peux les dire en quelques mots, nous le voyons sous d'autres cieux, parce que nécessairement pour recruter un policier doit être un connaisseur de la loi. Parce que c'est lui qui interpelle. Celui qui arrête, au minimum du possible, le policier doit connaître la loi. Le policier, au moins, doit savoir lire, doit savoir écrire. Mais qu'est-ce que nous assistons aujourd'hui? C'est que on est en face des gens, une personne qui vient vous interpeller, mais qui ne connaît pas la raison pour laquelle il vous interpelle. C'est-à-dire que ce sont des faits très graves qui nécessitent à ce que nous puissions former nos agents de la police. Mais non cela aussi, avoir des conditions sérieuses et vigoureuses, comme je l'ai vu au Congo-Brazzaville, permettez-moi de le citer. Au moins pour recruter un policier, au moins pour qu'un policier soit intégré au sein de la police, il doit au moins avoir un niveau minimum d'études. Pourquoi cela? Parce que ça nous permet au moins d'avoir au sein de la police des éléments qui peuvent défendre la police. Parce qu'on n'arrête pas pour arrêter. Il faut arrêter avec des conditions, il faut arrêter avec une raison, ou encore au moins une contrevention, si je peux le dire comme ça. Donc il faut des conditions, il faut imposer une rigueur, il faut imposer les minimums des degrés d'études, parce que c'est aussi important. C'est pas parce que c'est la police, c'est pas parce qu'on porte la tenue, c'est pas parce qu'on sera un agent qui va commencer à se déambuler dans la rue qu'on doit reporter, qu'on doit inclure n'importe qui dans la police. Très bien. Alors, nous passons à autre chose. Affaire Sarah Ebadi. 10 ans requis. Le ministère public a requis 10 ans de servitude pénale principale contre l'adjudant Sarah Ebadi. Il lui reprochait d'avoir diffusé sur TikTok des vidéos en tenue militaire aux côtés de son futur époux annonçant leur mariage. Le tribunal va rendre son verdict ce mercredi. Alors, ma question est celle de savoir, il y a un règlement militaire qui interdisait. Alors, Maître Lionel, vous êtes l'homme de la loi. Vous avez suivi sur les réseaux sociaux qu'une dame a publié une vidéo qui annonce son mariage avec son futur époux. Votre point de vue? Je pense que cette affaire, il faut le régler avec un minimum de réserve. Ok. Étant avocat, je ne suis pas appelé à précéder la volonté du juge, mais je ne peux que dire ce que je pense étant juriste. Je pense que cette affaire est réglée parmi la population avec beaucoup de légèreté et beaucoup d'émotion, surtout que nous savons que la population congolaise est une population majoritairement qui ne savent pas réfléchir et réfléchissent souvent sur base d'émotions. Il y a eu un télégramme de général d'état-major de l'armée qui a dit, dans ces télégrammes, il a été interdit strictement aux éléments de l'armée congolaise de faire des vidéos avec tenue militaire de la FARDC. Mais nous avons observé, madame, que vous venez de citer, avec une tenue FARDC, c'est encore moins un adjudant, faire des photos, en train de faire des bises, tous ces genres de choses. Donc je ne condamne pas socialement, parce qu'avant d'être juriste, avant d'être logique, nous sommes humains. La dame pouvait peut-être être emportée par les émotions, la joie, parce qu'elle s'est mariée. Mais du contenu de la logique de la loi, c'est vraiment quelque chose qu'on doit le reprocher. Pourquoi? Parce que cet acte servira de leçon à tout le monde de la FARDC. Parce que nous l'avons vu lorsqu'il y a eu guerre à Goma. Nous l'avons vu comment les militaires faisaient des vidéos, les balançaient, certains même criaient, cette indiscipline-là fragilisait l'armée. Et même enlever la confiance du peuple au sein de l'armée. On se disait que ça c'est quelle armée qui recule, une armée qui est toujours là à faire des vidéos sur TikTok, à danser, et la population était en train de décrier sur ça. Et je pense que ces procès, bien on veut que tout ce que madame soit acquittée, étant humain, parce que le juge, la volonté du juge suprême. Étant humain, nous voulons à ce que la dame soit acquittée, mais du contenu de la logique, je pense que ce procès sera un procès pédagogique.
Et on signera à tous ces militaires qui sont en train de vagabonder dans les réseaux sociaux que l'armée, c'est la discipline. L'armée, je venais d'ailleurs de le dire ici après d'ailleurs, que dans l'armée, il y a un principe. On exécute d'abord et on discute après. Dès lors qu'il y a déjà un télégramme, dès lors qu'il y a déjà une décision d'une hiérarchie interdisant le comportement de militaires au sein de l'armée, on doit fléchir. Et on ne peut pas ignorer pour dire que non, elle avait ignoré. Non, c'est une militaire. Elle devait d'abord se plier. Et aujourd'hui, elle est reprochée de n'avoir pas obéi à ces télégrammes-là. Comment s'appelle l'infraction? C'est prescrit par l'article 84, si je ne me trompe pas, du Code pénal militaire. Elle a enfreint les règles. Elle n'a pas obéi à l'ordre de sa hiérarchie. Alors, elle ne peut que, comme tout autre citoyen, qui est justiciable. C'est d'ailleurs ça le problème des Congolais. Les Congolais pensent que lorsqu'on amène quelqu'un en justice, c'est pour le nuire. Alors que la justice est là pour rétablir l'équilibre. La justice est là pour rétablir le droit. Donc si madame, aujourd'hui, les juges estiment qu'elle est coupable, dans la logique, elle sera condamnée. Mais l'on souhaite à ce que la dame soit acquittée pour vivre heureusement dans son mariage. Mais nous conseillons à tous ces éléments de la FARDC d'éviter ces comportements parce que ça envoie de la discrédit au sein de l'armée congolaise. Voilà pourquoi nous remarquons, même lorsque vous voyez dans les pages de Twitter, de ASM23, ils ont toujours tendance à dire que l'armée congolaise est une armée des tiktokers. Pourquoi on assiste à des scènes, des fois, au sein de l'armée, des gens en train de tout la linzala, tout ce genre de choses, ça ne donne pas une bonne image de l'armée. Et je pense que ces procès servira de leçon à tous ces éléments que désormais, il faudra être à l'ordre. Servira de leçon, mais la dame, avec son futur époux, ont préparé le mariage. Alors, on va se poser des questions. L'argent, les dépenses. Je pense que cette question, voilà pourquoi je le disais au début, que cette question ne doit pas être répondue avec beaucoup d'émotion, mais avec beaucoup de logique. La logique de la loi veut à ce que tout le monde soit justiciable. La logique de la loi veut à ce que tout le monde réponde de ses actes. Madame ne fait que répondre de ses actes. Et si le juge estime qu'elle n'est pas coupable, on va la libérer. Elle rentrera chez elle en homme libre pour aller continuer de fêter son mariage, de fêter sa lune de miel. Et voilà un peu. Mais je pense que dans la logique des choses, nous ne devons pas réfléchir avec beaucoup d'émotion, mais avec beaucoup de logique et aussi voir un regard sur la loi et surtout qu'elle a enfreint la règle concernant les télégrammes que le chef d'état-major avait ordonné à tous les éléments de la FARDC. Très bien, merci beaucoup. Vous nous suivez en direct sur l'élite congolaise télévision. Nous sommes en train de parler actualité avec Maître Lionel Pongo. Alors, les sujets suivants, l'actualité sur l'Assemblée nationale. Nous sommes tous au courant que Vital Kamerhe avait démissionné et on cherche maintenant qui va les remplacer. Est-ce que vous pouvez nous dire, rappeler soit les circonstances exactes qui ont conduit le départ de Vital Kamerhe? Oui, parlons des circonstances qui ont permis à ce que Vital Kamerhe soit éjecté au perchoir. Je pense que le député l'a reproché de plusieurs choses concernant, entre autres, la malversation financière, le blocage des contrôles parlementaires. Mais je pense que ces questions doivent être bien réfléchies. La vraie réponse qui ont poussé à ce que Kamerhe soit éjecté du perchoir, c'est d'abord l'intérêt et la confiance. Pourquoi? Parce que Kamerhe, au sein de l'Union sacrée, n'aspirait plus confiance. Et au sein de l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit, il n'arrivait plus à satisfaire aux intérêts des députés nationaux. Pourquoi? Parce que je l'ai suivi, un député national, je pense que sur Stop Congo, excusez-moi de citer, était en train de décrire leur traitement, en fait, au sein de l'Assemblée nationale. Ils ont parlé de la législature passée, ils avaient des jupes, ils avaient tous ces genres de choses, et qu'ils se retrouvent dans cette législature, n'est pas être dans toutes ces conditions. Et ils n'aspiraient plus confiance. Et l'Union sacrée ne trouvait plus ses intérêts en Kamerhe compte tenu des propos que Kamerhe avait tenus de dialoguer avec les rebelles. Je pense que tout vient de là. Et Kamerhe commençait déjà à devenir un pion malheureux.
Kamer commençait déjà à devenir quelqu'un qui dérangeait au sein de l'Union sacrée. Pourquoi? À cause de ses positions. Et Kamer n'aspirait plus confiance. Kamer n'était plus l'élément confiant de l'Union sacrée au sein de l'Assemblée nationale. Parce qu'on voyait déjà une Assemblée nationale fragile avec Kamer. Et il n'y avait pas d'accord, et il n'y avait pas, l'institution n'était pas équilibrée. On sous-entendait, d'ailleurs on l'a vu aujourd'hui, les agents de l'Assemblée nationale en train de réclamer leur salaire. Donc c'est-à-dire que tout ça était de fait, de cause qui faisait en sorte que Kamer ne puisse plus aspirer confiance. Je ne sais pas s'il dérangeait, je ne sais pas s'il était un problème au sein de l'Union sacrée, parce qu'il faut le rappeler que l'INC est le deuxième parti politique après l'UDPS. Donc c'est-à-dire que c'est un grand parti politique et lui, Kamer est son président. Et si on arrivait aujourd'hui à éjecter Kamer du poste du président de l'Assemblée nationale, alors il faudra se poser beaucoup de questions. Non seulement cela, c'est-à-dire qu'il y a des choses sous bois que nous ne connaissons pas et qu'eux-mêmes connaissent. Mais nous, quant à nous, nous pensons que c'est un problème de confiance et d'intérêt que Kamer n'arrivait plus à satisfaire. Mais sur le plan leadership, vous ne voyez pas que non, ça peut coûter cher, soit ça peut peser au niveau du leadership? Bon, je peux le dire ici en deux mots, et que je viens de le mentionner, que l'INC est un grand parti politique au sein de l'Union sacrée. Déjà, l'effet d'éjecter son président peut causer beaucoup de conséquences au sein de l'Union sacrée, notamment la division. Parce qu'il y a déjà aujourd'hui, il y a déjà aujourd'hui au sein de l'Union sacrée une division. On ne sait pas la position des Kamer jusqu'à preuve du contraire. Et je pense que nous devons très bien penser sur ces faits. Nous devons très bien réfléchir parce que c'est vraiment un sujet qui peut diviser les élus au sein de l'Union sacrée, non seulement, mais aussi au sein de l'Assemblée nationale. Parce que éjecter Kamer n'est pas n'importe qui dans la politique congolaise. Kamer est un grand nom. Kamer a fait des épopées, Kamer a fait beaucoup de choses en étant politicien. Et l'éjecter comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un sérieux problème. Et encore moins, Kamer est l'allié proche du président de la République. Je vous rappelle que Kamer était le seul à encourager et à motiver les présidents de la République en 2018 lorsque Fayou et les autres se sont retirés. Kamer était le seul à rester fidèle à Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, si facilement, éjecter Kamer du poste au perchoir, c'est-à-dire qu'il y a un problème très sérieux qui a permis à ce que le président de la République puisse céder. Parce que normalement, cette affaire, si je l'entends bien, venait de l'Union sacrée. Encore moins pour que Kamer puisse quitter les perchoirs, il faudrait au moins avoir un accord du président de la République. Je le pense, je l'estime. Et aujourd'hui, si Kamer arrivait à quitter, c'est-à-dire que le président de la République a cédé. Certainement, il y a un problème. Il y a une anguille sous roche que nous devons ni réfléchir ni regarder. Voilà en quelques mots ce que je peux dire concernant tout ça. Alors, vous êtes analyste. Une question qui me vient en tête. L'image que donne l'Assemblée nationale aujourd'hui après le départ de Kamer vis-à-vis au peuple congolais. Vous savez, monsieur le journaliste, la République démocratique du Congo est un pays très fragile, d'ailleurs si je peux le dire déséquilibré, dont le caractéristique est démontré par la fragilité ou la sensibilité de ces institutions. Aujourd'hui, je peux le dire que l'image que renvoie l'Assemblée nationale au sein de la population ou en République démocratique du Congo, et tout le monde le voit, c'est que l'Assemblée nationale est une institution très fragile. L'Assemblée nationale est une institution déséquilibrée parce que je vous rappelle ici que ce n'est pas la première fois qu'il puisse avoir de tels actes. Nous l'avons assisté avec Bosokodia, nous l'avons vu avec beaucoup de présidents qui sont passés par là, que je ne saurais citer le nom à cause du tout. Donc cela démontre en réalité la fragilité des institutions congolaises. Et ce qui fait qu'en sorte que la République démocratique du Congo ne puisse pas avancer, c'est parmi l'une des raisons que nous pouvons citer, cette fragilité. Où tout est basé sur les intérêts de politique, on ne sait pas voir les intérêts de la population, on ne sait pas voir ce que la population veut. Et d'ailleurs, je peux vous le dire aujourd'hui, que parmi les législatures, celle-ci est la plus médiocre en termes de productivité de loi, en termes de contrôle parlementaire, en termes de contrôle du gouvernement. Celle-ci est la plus médiocre, parce qu'elle est toujours basée sur des intérêts. Et d'ailleurs, je peux le dire aujourd'hui que beaucoup de députés aujourd'hui qui ont été élus dans ces législatures
pensaient vouloir aller avoir 21 000 $ par mois. C'était ça leur motivation. En fait, ça n'a jamais été le peuple. La motivation était d'aller avoir chaque mois 21 000 $. Mais tellement qu'ils sont allés dans une assemblée où ces conditions-là ne sont pas réunies, où ils se retrouvent ne pas avoir, parce que je suivais un député dire qu'ils reçoivent 14 millions de francs congolais par mois, c'est-à-dire, si nous pouvons les calculer, nous sommes dans les environs de 5 000 $. Et ils pensent que ces salaires ne les suffisent pas. Donc voilà un peu, je pense que l'image que renvoie l'Assemblée nationale, c'est une institution fragile, une institution déséquilibrée, toujours située par des conflits internes entre le parti, entre le député, des conflits qui n'arrangent en rien la République démocratique du Congo. Parce que nous avons besoin de lois solides, des lois qui protègent le Congolais, des lois qui garantissent l'épanouissement du Congolais. Nous attendons ces députés à faire mieux que ça. Nous attendons ces députés à nous donner des lois, à nous produire des lois qui nous donnent des avantages. Pas sur des intérêts, basés sur des intérêts parce que Kamere ne répond plus aux intérêts de l'Union sacrée, parce que les présidents de la République n'aspirent plus confiance à Kamere, il faut l'éjecter, il faut faire ceci, alors que la population peine. Alors qu'aujourd'hui, même dans la jeunesse, nous voyons que c'est très difficile d'engager un jeune dans une entreprise. Pourquoi? On regarde les conditions. Il faut avoir au moins une expérience de 5 ans, de 10 ans. On pensait qu'ils allaient réfléchir sur ça. Parce qu'ils sont, l'Assemblée nationale est l'aspiration du peuple. Ils nous représentent. C'est-à-dire que tous ces députés qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui sont mes voix. Ils doivent me représenter. Ils doivent penser au peuple. Le peuple souffre, vous pensez? On a des difficultés à avoir un transport, on a des difficultés à manger, alors que les ministres sont dans leur bureau assis dans des climatiseurs à l'aise. Pourquoi l'Assemblée nationale ne les inquiète pas? On s'est dit que certainement il peut y avoir entre eux une relation de copains-copines. Je pense que nous devons assez réfléchir sur cela. Et le peuple congolais doit se prendre en charge. Parce que c'est vraiment un fléau qui touche à la sensibilité de la nation. Il y a déjà des candidats qui ont déposé leur candidature à l'Assemblée nationale. On peut citer Mbosoko Diapwanga, Emeboji, et qui a d'ailleurs démissionné au ministère de l'Énergie. Alors, selon vous, quel est le profil idéal pour remplacer Vital Kamerhe? Bon, à un minimum près, je pense que déjà avec une Assemblée nationale désorganisée, dont il y a des conflits aujourd'hui, nous l'assistons d'ailleurs, déjà qu'il y a des conflits à l'interne entre l'IDPS et l'INC, parce que l'on sous-entend que c'est l'IDPS qui est l'initiateur de cette pétition qui a fait pression sur Kamerhe afin de démissionner. Nous pensons que le profil du prochain président de l'Assemblée nationale, il doit être un unificateur. Pourquoi? Parce que la population a besoin de cette unité-là. Parce que nous les avons envoyés à l'Assemblée nationale pour avoir des résultats, pour parler des Congolais, pour parler de la situation des Congolais, pour parler de l'intérêt de la population congolaise. Et nous pensons que le futur président, sera premièrement un unificateur dans un contexte où l'Assemblée nationale est ravagée par des conflits internes, mais aussi par des conflits de positionnement, s'il faut les dire. Un ministre qui démissionne avec son secteur de l'énergie pour diriger l'Assemblée nationale, comment voyez-vous? Bon, je pense que cette question ne doit pas être prise à la hâte ou répondue à la hâte, parce que déjà, si l'on peut bien le dire, on peut sous-entendre que ces ministres bénéficient de la confiance du président de la République. Pourquoi je l'ai dit? Déjà que, si nous pouvons l'analyser, comme le pouvoir au perchoir venait de l'INC, je pense que le président de la République a mieux trouvé de remettre le perchoir entre les mains de l'INC. Pour ne pas désorganiser l'union sacrée, pour ne pas encore faire naître des conflits internes qui peuvent aujourd'hui prévaloir sur l'union sacrée et déstabiliser l'union sacrée. Parce que je venais de vous le dire, que l'INC fait partie des grands partis politiques au sein de l'union sacrée. Et l'INC aujourd'hui a un mot à dire sur l'union sacrée, parce que même Kamere fait partie du présidium de l'union sacrée. Donc les intérêts de tout le monde doivent être, comment je peux le dire, satisfaits. Voilà pourquoi je pense qu'avec la sagesse du président de la République, il a fait confiance à, je pense à Emeboji, si je ne me trompe pas,
de prendre le perchoir, encore moins qu'il soit réélu. Parlons de Mbosso Kodia. J'estime que c'est le seul président de l'Assemblée nationale qui a su honorer en fait ou satisfaire les intérêts de députés. Voilà pourquoi aujourd'hui on le voit encore revenir. Parce que rappelons-nous que lorsque Mbosso Kodia était président de l'Assemblée nationale, les députés recevaient au moins 21 000 $. Ils avaient des jeeps. Mais il s'est dit aujourd'hui qu'avec Kamere, déjà il y a plus de 3 ans, quelques années, mais on ne reçoit pas des jeeps. Il reçoit les jeeps, mais la population souffre. Voilà pourquoi je l'ai dit, que l'Assemblée nationale doit travailler pour les intérêts de la population. Voilà pourquoi nous les avons envoyés. Mais compte tenu de la situation actuelle, nous avons une population qui à peine arrive à réfléchir, qui à peine arrive à faire prévaloir ses droits. Je trouve cela très normal. Bon, certains se disent que même, bon, ça c'est ce qu'ils font. Mais alors que c'est nous, la population, qui peinons. Un député ne se promène pas sous le soleil. Un député ne va pas au marché pour aller chercher l'impiodi aujourd'hui vous achetez un piodi de 4 000, un piodi. Vous êtes 10 à la maison. Donc, les conditions sociales du Congolais doivent être vues. Et les députés doivent tenir compte de cela. Parce que c'est la population qui est en train de peiner. Bientôt, là, ça sera 2028. Ils viendront encore avec des discours genre, je vais voter moi, je vais faire ceci. Alors que la population a besoin d'un bilan. C'est d'ailleurs la question que nous devons leur poser lorsqu'ils viendront. Nous vous avons envoyé à l'Assemblée nationale pendant 5 ans. Nous vous avons voté. Vous êtes venus avec de l'argent, avec des polos, vous sollicitez nos voix. Nous vous avons donné. Mais qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous étiez à l'Assemblée nationale? Quelle loi avez-vous proposé? Quelle censure avez-vous initiée? Tout ça, ce sont des choses qu'on devra leur poser lorsqu'ils viendront. Encore, nous demander nos voix. Parce que ça fait pratiquement aujourd'hui, si nous comptons depuis la 5e République, que nous avons déjà voté des députés, des présidents. Mais jusque-là, nous n'avons pas toujours de résultats. Et d'ailleurs, cette session devait être budgétaire, mais jusqu'à présent, on ne voit rien. Il y a toujours des intérêts personnels de députés nationaux. Vous voyez que non, ça bloque le fonctionnement de cette chambre. Voilà pourquoi je l'ai dit, monsieur le journaliste, que nos députés fonctionnent pour des intérêts. Alors, question institutionnelle et gouvernance. J'ai une question très capitale. Comment ces changements de direction va-t-il affecter la fonction législative de l'Assemblée nationale? Il y a un risque de ralentissement ou des contraires, une opportunité de renouveau? Je venais de le dire ici, je ne sais pas si, que l'effet d'éjecter Kamere du siège du président de la République est déjà un problème. Pourquoi? Parce que Kamere est un gros poisson au sein de la République démocratique du Congo et Kamere est un grand allié de Félix Tshisekedi. Je pense qu'il y a même une vidéo qui circulait lorsque Tshisekedi et Kamere et Katumbi se serraient la main pour dire que les Kambo Komelio et Komeningai. Pour vous dire qu'ils ont des liens très solides. Et aujourd'hui, le fait d'éjecter Kamere du perchoir, c'est-à-dire que déjà on observe une certaine division au sein de l'Assemblée nationale. Mais pas seulement au sein de l'Assemblée nationale, ça peut même toucher l'union sacrée. Parce que Kamere n'est pas un petit poisson. Donc on peut aujourd'hui aussi se dire que voir les députés de l'INC traverser à l'opposition. Pourquoi? Parce que leurs intérêts n'ont pas été respectés, leurs intérêts n'ont pas été satisfaits. Parce qu'ici, il s'agit du partage du pouvoir. Parce qu'on le sait très bien dans l'accord signé entre Kamere et M. Félix Tshisekedi, il était tenu que M. Tshisekedi soit président en 2018 et après 5 ans, Tshisekedi allait soutenir Kamere comme étant président de la République. Mais après cela, Kamere s'est rebiffé pour dire qu'il allait encore soutenir Tshisekedi pour un deuxième mandat. Mais il fallait partager le pouvoir. Certains devaient avoir la présidence, certains la primature. Et Kamere s'est retrouvé avec l'Assemblée nationale, la deuxième institution de la République démocratique du Congo. Donc, c'est-à-dire que Kamere n'était pas le moindre. Et déjà, l'effet de l'éjecter de la chute créera déjà. Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour le président de l'INC? Parce que dans le couloir, il y a des échos que non, Kamere, pour diriger, pour être reconduit dans le prochain gouvernement, peut-être. Posons-nous la question. Kamere a été ministre de l'économie. Qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage? Nous réfléchissons comme des Congolais. Si aujourd'hui c'est une stratégie pour permettre à Kamere d'être nommé comme ministre, bon, ça sera la volonté du président de la République.
Mais posons-nous la question. Kamere a été ministre de l'économie, les social des Congolais, le manger des Congolais. Quel héritage pouvons-nous retenir de Kamere au sein du ministère de l'économie? Je pense que nous devons aussi penser à rénover les têtes. On ne peut pas toujours commencer à avoir les mêmes personnes au sein du même ministère et après il n'y a pas de changement. Nous ne voyons que le même résultat, nous ne voyons que la même chose malgré les promesses. Le peuple congolais est fatigué d'espérer. Le peuple congolais est fatigué de promesses parce que l'on a entendu beaucoup de promesses de la part des politiciens jusqu'à preuve du contraire, peine même de se concrétiser. Nous voulons le résultat. Nous voulons voir un Congolais assis dans son pays. Vous pouvez même imaginer qu'un Congolais puisse traverser Brazzaville pour aller trouver une meilleure vie. Un Congolais aller habiter à Angola pour dire que non, à Angola, il y a une bonne vie, les gens mangent bien. On a besoin de voir un Congo renouveau avec des nouvelles têtes pensantes. Pas seulement des nouvelles, parce qu'il faut différencier cela. Beaucoup disent que non, ce sont toujours les mêmes personnes. Non, on ne veut pas des mêmes personnes. Nous voulons de meilleures personnes, mais des personnes changées. On veut des élites, comme on l'a dit. On veut des gens qui réfléchissent. On veut des gens qui engagent des positions, qui font évoluer les choses. Pas tourner en rond parce qu'on veut partager le pouvoir. Même ceux qui ont travaillé depuis Mobutu, qui travaillent encore. S'il faut, je pense que sur cette question, il faut s'établir sur la compétence et les réalisations. Vous savez, je fais partie de ces gens qui pensent que pour critiquer, il faut d'abord parler du bilan. Si celui qui était avec Mobutu, si celui qui a travaillé avec Mobutu a des résultats, est compétent, pourquoi pas les prendre? J'avais d'ailleurs un professeur à l'université qui me disait que s'il faut même prendre un Rwandais devenir président de la République, tant que celui-là travaille pour les intérêts de la République, on peut les mettre. Il faut regarder la compétence. Il faut viser les réalisations. Parce qu'on en a marre de voir toujours des ministres qui viennent en train d'inonder nos riz en prenant des sens cyniques comme si la population devait souffrir et il devait se réjouir. Non, je pense qu'on doit se baser sur les compétences. Et aussi, s'il faudrait mettre de nouvelles têtes, mettre des gens qui ont la volonté de donner même leur âme pour la République démocratique du Congo. Et non des gens qui viennent pour que la République leur serve à manger et à boire. Très bien, merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission, Maître Lionel. Nous avons fini. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très flatté d'être reçu dans votre plateau. Et je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Prochainement, nous viendrons encore pour discuter sur les éventualités, les actualités liées à notre cher et beau pays que nous chérissons. Alors, la dernière question, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ce que nous avons parlé d'aujourd'hui, que ce soit du côté de la dame, l'écho de commune et puis l'affaire... ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Vous savez, monsieur le journaliste, la République démocratique du Congo est en train de traverser un moment très turbulent. Je pense que nous devons travailler sur le réveil de la population. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Le gouvernement, le ministre, les députés ne souffrent pas comme nous, la population. Parce qu'ils sont mis dans des conditions qui leur permettent de bien jouir. Alors la population doit comprendre son rôle pour ne pas être considérée comme la populace. Parce que la population, c'est une catégorie de personnes qui sont soucieux de leur avenir, qui sont exigeants envers les gouvernements. Nous devons devenir exigeants. Non seulement cela, je parlerai à tous ces agents de l'armée congolaise et de la police. Nous voulons une armée disciplinée. Nous voulons une police congolaise disciplinée parce que cela permet d'aider l'image du pays. Vous l'avez vu d'ailleurs lors du braquage à la Raobank vers la victoire. Vous avez vu l'image qu'a donnée la police congolaise. Et cette image a traversé même le monde. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de réactions. L'ambassade de l'Allemagne qui a réagi, beaucoup de stars ont réagi pour dire que tout le monde nous regarde. Ce que nous faisons, ce que nous disons, nos actes sont vus par tout le monde. Et je pense que la population congolaise doit se prendre en charge, afin de sanctionner tous ces députés aujourd'hui qui ne viennent que pour des intérêts et remplir les ventres de leurs enfants et ne pas remplir les ventres de la population en 2028. Nous avons besoin d'une nouvelle énergie. Nous avons besoin des gens qui pensent à la République démocratique du Congo. Nous avons besoin des gens d'une nouvelle classe politique qui réfléchissent, qui savent ce qu'ils veulent. Pas des gens qui viennent piller, voler et détourner de l'argent du pays sans état d'âme. Voilà un peu ce que nous pouvons dire et retenir
de tout ce que nous pouvons, de tout ce que nous venons de mentionner comme avis et opinion. Maître Lionel, je vous dis merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup à Giovanni Ilumbe, merci beaucoup à ingénieur Axen, merci beaucoup à toutes les élites congolaises. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Salon d'élite touche à sa fin. Quant à moi, je vous dis merci de rester branchés sur votre télévision. Merci pour l'attention. Merci pour tout. Merci pour ce que vous faites. Et je vous demande juste de s'abonner massivement pour ne rien rater. Allez sur les cloches, essayez un peu de cliquer et vous allez recevoir les notifications à chaque fois lorsqu'on présente une émission. Merci beaucoup à Maître Gérens Mukindi, merci beaucoup à Maître Golden Nzambe, merci beaucoup à tous ceux qui sont de partout ailleurs, à Kinshasa, dans les provinces. Nous sommes Salon d'élite, on est là pour vous servir. Quant à moi, je vous dis bye bye et à la prochaine.